Le processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sont parmi les sujets qui seront débattus lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon Jean-Marie Kassamba, la RDC doit éviter la pratique de la politique de l'autruche. Vous suivrez un extrait de son intervention. Le syndicat des médecins du Congo promet d'évaluer les conditions de travail imposées par le gouvernement aux médecins, et cela dans les 7 prochains jours. Déclaration faite ce mardi. Le gouvernement italien va créer davantage de centres de rétention et l'extension de la durée de rétention pour les migrants. C'est à la suite de nouvelles mesures prises pour endiguer les arrivées des migrants. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. On ouvre avec la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. 2 questions figurent parmi plusieurs qui seront débattues. Il s'agit du processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. En sa qualité d'éditorialiste, Jean-Marie Kassamba estime que le discours du chef de l'État sera difficile compte tenu des enjeux assez problématiques dans la sous-région. Il pense par ailleurs que la RDC doit éviter la pratique de la politique de l'autruche. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention choisie par la rédaction. Ça serait très difficile, le discours que notre président va prononcer tout à l'heure aux Nations Unies, parce que les enjeux dans la sous-région sont assez problématiques, à la fois pour la RDC, mais également pour le pays de la sous-région. Vous vous rappelez que la MONUC était venue chez nous pour à la fois en finir avec l'instabilité qui s'était installée depuis 1997, parce qu'il y a eu la guerre d'agression en 1998, et la RDC avait demandé aux Nations Unies de venir intervenir chez nous. La MONUC est venue, ça ne s'est jamais terminé correctement. Ensuite, lorsque Mouzé a été assassiné, Joseph Kabila le remplace, son fils. Il a fait appel encore à l'intervention des Nations Unies, qui n'ont pas porté grand-chose. Certainement que le président va condamner encore cette agression rwandaise. Remarquez la sortie des 6 mois qui nous nargue pour dire si rien ne s'est fait, nous on ne partira pas de la RDC. Il parlait du M23 et du Rwanda en particulier. Il est temps que notre président aux Nations Unies dise à la fois des choses qui seront suivies des faits à partir de la RDC. Il faut qu'on frappe, il faut qu'on arrive à prendre des mesures coercitives pour se faire respecter. Mais il faut que sur place, qu'il y ait la cohésion nationale, il faut qu'il y ait l'apaisement sur le plan politique, il faut qu'il y ait de l'ouverture, et surtout il faut qu'on puisse faire sentir à ces pays qui nous agressent que nous sommes organisés depuis pour nous faire respecter au niveau sous-régional. Parce que si on continue à jouer un peu, je dirais, la politique de l'autruche, tout va bien Madame la Marquise, ça sera compliqué. Au-delà du discours du président que tout le monde attend, ça va être, on va dire, oui, il a parlé aux Nations Unies, c'est bien, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? De la revanche du sol sur le sous-sol, 4 ministres du gouvernement Sama sont au front. Il s'agit de José Panda de l'Agriculture, Nicolas Kazadi des Finances, Julien Paloukou de l'Industrie et Jean-Lucien Boussa du Commerce extérieur. Samedi dernier, ils ont été à la ferme de la société Terra dans le Haut-Katanga pour s'enquérir des activités de celle-ci et lancer par la même occasion la campagne agricole pour la saison A dans l'hémisphère sud. Aussitôt arrivés à Lubumbashi, les ministres de l'Agriculture dont l'objet de leur mission. Sans tarder, les 4 membres du gouvernement, Samalou Kondé, se sont dirigés directement dans la concession agricole de la société Terra, située dans les territoires de Kasenga, à 90 km de Lubumbashi. Chacun est monté dans un tracteur semoir pour procéder symboliquement au lancement de la campagne agricole 2023-2024 dans cette province du Haut-Katanga. Sur les 3700 hectares que dispose cette concession, la société Terra, qui compte cultiver du maïs, a envie de récolter au moins 25 000 tonnes, est cependant confrontée, mieux asphyxiée par les taxes qui alourdissent les charges de la production. Pour les ministres de l'Agriculture, Maître Julien Pandakabangu, cette visite avec ses collègues du gouvernement est la concrétisation de son approche innovante apportée dans les domaines de l'agriculture qui consiste à plus impliquer les privés dans les cadres de partenariat public-privé avec comme soubassement un contrat d'agrégation en vue de booster la production. Cette fois-ci, le gouvernement de la République
à une nouvelle approche d'agriculture. Nous allons mettre les privés au centre pour que nous puissions changer le potentiel. Il faut les convertir en richesse. Il faut rappeler que Terra est la société de l'indo-canadien Rahim Drolia qui dispose dans les Haut-Katanga d'au moins 10 000 hectares de terres consacrés à l'agriculture, dont 2 000 seulement ont été exploités cette année avec une production au mois de juin de 14 000 tonnes de maïs, graines, soit 7 tonnes par hectare. Crise sociale dans le secteur de la santé, le syndicat des médecins du Congo déplore la position du gouvernement et dit se réserver le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement impose aux médecins, selon eux, des services publics de l'État et d'en tirer toutes les conséquences. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général de Simeco. Quelques jours après le lancement de la gratuité de la maternité par le chef de l'État à Kinshasa, les médecins des services publics de l'État s'inquiètent de la situation désastreuse que traversent actuellement les structures sanitaires de la République démocratique du Congo. Face à la presse de Kinshasa ce mardi, les médecins du Congo ont déploré la crise sociale qui frappe actuellement ce secteur, situation qui paralyse les fonctionnements normaux des activités, explique le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général du Simeco. La grève observée par les professionnels et administratifs de la santé depuis le mardi 22 août 2023 paralyse tous les services sanitaires publics de l'État et empêche les médecins de continuer normalement leurs prestations de soins. Il vous suffit de passer dans les hôpitaux et autres services sanitaires publics de l'État pour en constater l'extrême gravité. Certes, le gouvernement de la République a consenti ces dernières années certains efforts pour rencontrer tant soit peu les attentes sociales des agents du secteur de la santé en général et des médecins en particulier. Mais il est évident que plusieurs engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021 ne sont pas tenus, justifiant logiquement la tension sociale qui règne dans le secteur de la santé et mettant ainsi en péril la couverture santé universelle. Par ailleurs, le médecin de service public de l'État demande au gouvernement de restaurer la quiétude de ces secteurs, d'une part, en effectuant sans plus tarder la paie du deuxième trimestre 2023 et d'autre part, l'alignement à la prime des risques. Le barreau du Haut-Katanga et l'inspection générale des finances ont organisé une conférence débat autour du thème « Le défi du contrôle des finances publiques en RDC ». Une occasion pour Jules Alingueté, chef de service de l'IGF, de saluer l'engagement du chef de l'État pour la matérialisation de la lutte contre la corruption. À l'initiative du bâtonnier du barreau du Haut-Katanga, Jean-Paul Kitenge, cette conférence débat tant attendue a réuni un important parterre d'avocats, des opérateurs économiques et des personnalités diverses telles que le vice-gouverneur de province. Dans un brillant exposé de près de 2 heures, l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, a présenté le travail que son service est en train d'abattre dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance et la lutte contre la prédation financière. Il a éclairé au passage le pourquoi du contrôle a priori grâce auquel l'inspection générale des finances permet d'empêcher la prédation à la source. Le feu du contrôle des finances publiques est allumé depuis 2019 par le président de la République dans sa détermination à mettre frein à toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion publique dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que l'inspection générale des finances ainsi que les autres structures de contrôle, la Cour des comptes, Sénaref, l'APLC, travaillent pour accompagner cette vision. Le bâtonnier Jean-Paul Kitenge, qui tient à l'amélioration de l'image de l'avocat, a interpellé ses confrères à la prise de conscience en tant que conseiller juridique et auxiliaire de la justice pour sauvegarder et privilégier les intérêts de l'État. Les personnes qui ne facilitent pas le développement de ce pays sont assistées par les avocats. Le pays compte sur vous, non seulement en tant qu'avocat, mais en tant qu'acteur du développement. Le barreau du Haut-Katanga entend pérenniser ces genres de rencontres pour mettre à jour les avocats. Comment lutter contre les érosions et prendre des mesures préventives contre le phénomène des ravins en milieu urbain? La thématique a été développée lors d'une journée scientifique organisée à l'université de Kinshasa. L'objectif est de trouver des solutions adéquates à ce phénomène dans les capitales et sur l'ensemble du territoire national.
La ville de Kinshasa connaît depuis plusieurs années une croissance urbaine sans précédent. L'intense mise en valeur de ces terres sans réel contrôle de la part des autorités responsables de l'aménagement ainsi que le manque de connaissances par ces dernières des actions efficaces pouvant être menées contre la dégradation des sols par ravinement régressif ne font qu'actuellement aggraver la situation d'instabilité et de danger au niveau de la région des collines. Il fallait que nous puissions mettre à la place publique, du moins à la communauté scientifique, les résultats de recherche sur l'évaluation des mesures qui sont employées à travers le pays pour lutter contre l'érosion et ainsi nous aider aussi à la prévention. Comment alors prévenir et atténuer les érosions ravinantes en milieu urbain? Kinshasa et les autres villes de RDC, c'est quand même un problème très grave. Et pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà essayées, mais on manque surtout les modèles qui peuvent prédire où exactement ça peut se passer et quelles sont les stratégies les plus efficaces pour atténuer et surtout éviter ce genre de ravins. L'objectif de cette journée scientifique est de pouvoir proposer des pistes et des solutions pour limiter les phénomènes des ravins à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement provincial du Lualaba a également accéléré avec le travail de lutte anti-érosive à Kolwezi dans le reste de la province. Les énormes têtes d'érosion de Kanina et Kamassar sont maîtrisées. Plusieurs habitations sont ainsi sauvées de justesse à la grande satisfaction des populations. La lutte contre les érosions à Kolwezi demeure l'une des priorités du gouvernement lualabais. L'énorme tête d'érosion qui menaçait de disparition le quartier Kamassar, localisé non loin de la cité Mutoshi de Kolwezi, est complètement maîtrisée. Sur financement du gouvernement Masuka, l'entreprise Toa Investment a entamé les travaux de lutte anti-érosive à cet endroit depuis septembre 2022. Elle avait commencé avec la stabilisation du terrain afin d'éviter la nappe aquifère bien avant d'atteindre la phase d'exécution sur un terrain marécageux d'une hauteur de 15 mètres. À ce jour, les travaux sont à la phase de la pose des alliages de soutènement, a confirmé le responsable de chantier. Une autre tête d'érosion maîtrisée est celle du quartier Kanina, cellule Ewabora, dans la commune de Dilala. Les travaux de stabilisation du terrain se poursuivent à la grande satisfaction des habitants du coin. Ils ont exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit de l'autorité provinciale et du président Tshisekedi. Gouverneur wetu eko na mapendo sawasawa, hii muji ilikuwa isha kufua, tulikuwa mbonde, manyumba ilipotea, batoto baritafuta kupatikana kufa, lakini kwa mapendo ya kuyo sema mine kala juu ya kudirije hapa pa Kolwezi juu ya bantu, analeta mapendo juu ya kufufula hiyo ewa bora. Endeleshe kazi yake, manda yake, Mungu ayongoze. Ces travaux de lutte anti-érosive lancés sur l'étendue du chef-lieu de la province du Cobalt viennent soulager tant soit peu les lois là. Restons à Kolwezi où la bourgmestre de la commune de Dilala a inauguré lundi l'école primaire Mupandaji dont les travaux ont été financés par la commune grâce à la redevance minière. L'ouvrage comprend un bloc sanitaire et 2 blocs de 3 salles de classe chacun. Après l'école primaire Ipanga, Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, a inauguré une autre école au quartier Louilou ce lundi 18 septembre 2023. L'ouvrage comprend un bloc sanitaire moderne, 2 blocs de 3 classes chacun, dont les caractéristiques techniques sont détaillées par l'entrepreneur qui exécute ces travaux. Cet ouvrage, qui sera inauguré par Madame la bourgmestre à ce jour, vient du financement propre de la commune de Dilala, dans les soucis du développement de la communauté de Louilou. Pour l'encadrement des élèves, le futur cadre pour l'année scolaire 2023-2024. La commune de Dilala a offert le contrat de construction des 6 salles de classe. La directrice de l'école Mupandaji remercie Françoise Mangweji pour son amour en dotant une école digne de ce nom au quartier Louilou. Madame Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala,
en offrant ce beau cadre pour la bonne éducation de nos enfants à la communauté méthodiste unie. La patronne de l'exécutif communal a pour sa part invité les parents de prendre massivement l'inscription de leurs enfants à cette école. Elle demande à un autre aux responsables d'en faire bon usage. Je voudrais également demander à tous les parents qui sont ici présents, la seule façon de nous soutenir et de nous encourager est d'envoyer beaucoup plus d'enfants à cette école pour sa viabilité. Prenons avant de quitter la province cuprifère la thèse défendue à l'université du CEPROMAD par Don Israël Mbouy, opérateur économique. Après plusieurs recherches scientifiques, le sujet a porté sur l'impact du management des startups sur la création d'une classe moyenne dans un pays en voie de développement. De la culture entrepreneuriale, je propose à ce qu'il y ait la promotion de l'éducation financière. Lier la théorie à la pratique, c'est ce qu'a été l'exercice du récipiendaire Don Israël Mbouy, qui a mené ses recherches dans le Congo profond pour arriver à écrire ce thème qui porte sur l'impact du management des startups sur la création d'une classe moyenne dans un pays en voie de développement. Sur cela, et nous avions approfondi le sujet, nous avions été dans le Congo profond, j'ai fait pratiquement des villages et des villes pour écrire ce mémoire et en arriver à des réponses, je pense, qui vont aider le gouvernement, le pays, l'avenir, la jeunesse qui vient après nous, à s'imprégner de la culture entrepreneuriale et à changer l'histoire de notre pays en créant une chaîne de valeur qui va déboucher à une classe moyenne promise par les autres, mais que je pense que nous allons matérialiser. Un travail défendu en vue d'obtention d'un diplôme des licences à l'université du CEPROMAD, là-bas, dans le but de créer les millionnaires congolais par la culture entrepreneuriale. Que je pouvais bien créer une classe moyenne, un millionnaire chaque jour, et là, j'ai les atouts, j'ai l'essentiel pour en arriver à cette création d'une classe moyenne, au travers la formation ou les formations que je viens de recevoir sur mon cursus universitaire. C'est par une note de grande distinction et embrassement du jury que Don Israël Mbouy a terminé sa défense. Et puis l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa a lancé lundi le programme master complémentaire qui ouvre la porte au cycle de doctorat aux chefs de travaux, assistants et indépendants détenteurs d'un diplôme de licence de l'ancien système. C'est après seulement une année de master préparatoire pour se conformer au système LMD. Il tient sa légitimité dans les 273e résolutions des LGSU, les masters complémentaires en RDC, lancés ces jours à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa en présence du corps scientifique, est une passerelle permettant aux détenteurs du diplôme des licences de l'ancien système d'accéder au 3e cycle des doctorants du nouveau système LMD par un master préparatoire d'une année sous condition d'obtenir une note de 70% ou d'être porteur d'un diplôme jugé équivalent. Après d'intenses travaux préparatoires, le contenu de ce master comprend 60 crédits d'enseignement étalés sur 2 semestres et fractionnés à hauteur de 50% des fondamentaux des sciences de gestion, 25% des matières de spécialisation en comptabilité, contrôle et audit, en marketing, en gestion des ressources humaines, en fiscalité et en informatique de gestion. C'est donc ces femmes et ces hommes habiles que l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa s'efforce de préparer. En plus des connaissances théoriques et des capacités pratiques, ces hommes devront être éthiques. À l'issue de cette intense mise à jour, s'inscrivant étroitement dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le prochain doctorant acquérant des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à mener des études de 3e cycle à la hauteur des défis de la société. En politique, quelques jours après la rentrée scolaire 2022-2023, la députée nationale Henriette Ouamou s'est rendue à l'Institut technique social de Ngiringiri, réhabilité grâce à son plaidoyer mené auprès de ses partenaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il était question pour elle de s'imprégner des travaux de finissage. Initié par la Fondation
Initié par la Fondation Henriette Ouamou avec l'appui de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les travaux de réhabilitation de l'Institut technique social d'Ingiri avancent à pas des géants. Constat fait par la génitrice de cette initiative, la députée nationale Henriette Ouamou, lors d'une visite d'inspection qu'elle a effectuée lundi 18 septembre 2023 dans cet établissement scolaire public. Sur place, la présidente de la fondation qui porte son nom a salué l'état d'avancement de travaux déjà réalisés. Selon les ingénieurs commis à cette tâche, tout est fin prêt. Il ne reste plus que des petits travaux de finissage dans cette école en pleine mutation, ont-ils fait savoir. Ainsi, le changement est palpable. Si hier, la toiture sointée, aujourd'hui, tel n'est plus le cas car les plafonds sont déjà posés. De même, les fenêtres et les portes viennent d'être renouvelées et les installations sanitaires vont également faire peau neuve. Les latrines des filles vont être séparées des salles des garçons. Celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale et ses partenaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se sont accordés pour mettre les élèves de l'Institut technique social d'Ingiri dans de bonnes conditions d'études. Outre des travaux de rénovation, cette école sera aussi dotée de nouveaux bancs ainsi que de matériel neuf pour la formation pratique des élèves. Attaché au peuple, s'est réuni à Kinshasa le 18 septembre pour apporter son soutien au président de la République en promettant de lui apporter une majorité lors des élections générales prévues en décembre prochain. La déclaration a été lue par Kinki Mulumba, porte-parole du regroupement. Le haut représentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kankou-Chikou, a réuni ce soir le bureau politique de l'AAP en réaffirmant haut et fort le soutien indéfectible et sans équivoque à toutes les institutions de la République, au président de la République, autorité morale de la plateforme. L'AAP et ses alliés se disent totalement prêts à réaliser le double objectif de réélection de son autorité morale, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et de lui doter d'une majorité écrasante, homogène, loyale et disciplinée à l'issue des scrutins prévus le 20 décembre 2023. À l'issue de cette réunion, la plateforme AAP a décidé d'adresser un rappel à l'ordre à un camarade dont une prise de position a heurté le principe républicain de solidarité devant guider tout membre dans l'élan collectif de défense des intérêts politiques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, a effectué une visite d'inspection dans 2 départements de l'OCC. Il s'agit du département laboratoire et du département contrôle à l'importation. Objectif, s'enquérir du fonctionnement des départements centraux. Au département laboratoire, après un huis clos avec le chef de département, Lou Biba, la DGA a fait le tour des laboratoires, notamment celui des microbiologies et celui de l'alimentaire. Très satisfaite du fonctionnement des laboratoires et surtout de la ténacité des agents et de leur ponctualité au travail, Christelle Mwabilou a prodigué quelques conseils aux agents avant de prendre la route pour le département contrôle à l'importation. À son arrivée, elle a été accueillie par le staff dirigeant du DCI, composé du chef de département Nkolongo, qui avait à ses côtés son adjointe Fideline Ndombaï. La visite des locaux où sont logées les différentes divisions ainsi que les explications du chef de département ont permis à la DGA Christelle Mwabilou de palper du doigt les difficultés que rencontrent ces départements stratégiques de l'office. Le chef de département a remercié la directrice générale adjointe pour cette visite d'une haute autorité depuis leur installation à la tête de ces départements stratégiques. On était vraiment touchés parce que c'est elle qui est numéro 2 de l'entreprise et surtout on avait besoin de cette visite pour palper du doigt les réalités du département. Et c'est comme ça on l'a d'abord présenté comment est composé les départements contrôle des importations
Et en plus de cela, on a visité chaque division, parce qu'il y en a 5. C'est par ces mots de remerciements que Christelle Mwabilou a clôturé sa visite. Après l'effondrement du pont Gombari, situé à plus ou moins 215 km d'Issiro, le vice-gouverneur du Haut-Touélé, Christian Pitanga, accompagné des autorités du secteur, a effectué une descente sur le lieu pour évaluer la situation. Constat amer fait par... Toutes les autorités de la province du Haut-Touélé sont mobilisées derrière le gouverneur Christophe Bassian Nanga pour résoudre le problème d'effondrement des ponts dans la province. Après cette situation catastrophique, l'émissaire de Christophe Bassian Nanga, le vice-gouverneur Christian Pitanga, en mission à Ouatta, est allé palper du doigt la véracité de cet effondrement en compagnie du ministre provincial de l'Intérieur, l'administrateur du territoire de Ouatta, ainsi que du chef du secteur de Gombari, Paulin Kumbumaro Isabo. Tous ont déploré l'état de cette route nationale 26 ayant une importance très capitale au vu de l'insécurité qui sévit dans la province de l'Ituri. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour qu'un nouveau pont soit trouvé à son niveau. Environ 6 provinces de la RDC sont approvisionnées sur cette route d'intérêt national qui mérite une attention très particulière du chef de l'État. Les ponts basculent aidaient toute la communauté. Mais aujourd'hui, le drame est arrivé. La responsabilité du transporteur qui n'a pas respecté les tonnages est engagée. Au niveau de la province, je crois que le problème est là. La question est là, c'est de résoudre ces problèmes. Cette délégation a fait jointe avec une équipe dépêchée par le gouverneur Christophe Bassian Nanga et pendant ce temps, les véhicules sont traînés de part et d'autre, pas de pirogues appropriées, toutes les traversées sont suspendues, d'où l'instruction de prendre les précautions pour éviter les cas de noyade vu la montée des eaux sur cette rivière. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale va bientôt mettre sur le marché près de 160 tonnes de maïs produits à Bukangalonzo dans la province du Kwango, financé par la Banque africaine de développement. La cérémonie de la récolte a été supervisée par Carole Nzoré, expert en communication de ce projet du ministère du Développement rural. 422 hectares de maïs ont été plantés en saison culturelle B de cette année par les ménages agricoles de 4 villages se trouvant aux environs du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à savoir Ntselemwedi, PC, Bachongo et Moulochi. 1688 tonnes y sont attendues en raison de 4 tonnes par hectare. Dans son discours, l'expert en communication du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, Carole Nzoré, a loué les efforts de tous les partenaires pour l'atteinte de ces résultats et a plaidé pour des fonds additionnels en vue d'accroître davantage la production et les revenus des paysans dans la zone d'intervention du projet. Nous sommes très heureux du fait qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le PROADER est en train d'atteindre les résultats escomptés. Vous venez de voir, nous sommes passés partout. Vous avez été dans les entrepôts où ils ont 7 tonnes de maïs. Donc dans les 4 sites, on dépasse déjà 20 tonnes de maïs. Certes, la récolte du maïs dans le secteur de Bukangalonzo est intervenue un peu en retard à cause du climat d'insécurité créé par le phénomène Bobondo, mais cela n'a pas empêché le PROADER et ses partenaires, dont l'opérateur privé agricole ECOSAC et les organisations paysannes du coin, de mettre en œuvre la vision du développement à la base prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les maïs récoltés par les ménages encadrés par ECOSAC ira quelque part où on va les transformer en farine de maïs. Tout ça pour l'intérêt de la population congolaise. Ici est de signaler qu'après les lancements de la récolte, Carole Nzoré et sa délégation ont assisté à l'opération d'égrenage avant de visiter l'entrepôt où seront stockés plusieurs milliers de tonnes de maïs à transformer en farine dans les jours à venir. Maboké TV annonce le début des nouvelles séries en cette année 2023. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue à l'hôtel Memling, réunissant les talents congolais autour des responsables de la chaîne sous la supervision de Mireille Kabamba, directrice générale de Canal+, ici en RDC. C'est déjà la rentrée à Maboké Télévision pour cette année 2023. Des nouvelles séries débutent pour le bonheur des téléspectateurs. Des nouvelles histoires pleines de rebondissements, d'émotions et de rires, tels que Sens Interdit, Tension et la suite de la série à succès, Chez Coco, pour ne citer que celle-là. Des artistes présents dans ces nouveautés sont passés par des séances de renforcement de capacité, des formations pour un travail de qualité. On va aussi dans les villages, vous verrez quand vous pourrez suivre la saison 2 de Akufa Azongi par exemple.
qu'on a été au village, on est en train de préparer des nouvelles séries où on va aussi sortir de la ville et aller un peu plus loin que la ville. Le secteur cinématographique congolais dans une méthodologie de qualité afin de mieux compétir aux séries étrangères. On avait besoin d'avoir une chaîne 100% Lingala fiction pour permettre en fait à nos abonnés de pouvoir se retrouver aussi. On regarde souvent les séries qui viennent d'ailleurs et tout, alors que nous-mêmes, culturellement, on a une richesse qu'on n'exploitait pas encore assez. On avait envie de mettre ça en lumière. Donc du coup, on a lancé la chaîne Maboké TV pour pouvoir faire en sorte que les gens qui sont dans le domaine, qui font des séries, des films et tout, le secteur en fait cinématographique de la RDC, que ces personnes puissent commencer à vivre de leur talent. On a commencé à faire des coproductions qui permettent justement à ce que nous investissions dans des séries de bonne qualité. Nous formons les gens, nous les formons en fait quand nous tournons nos séries pour faire en sorte que ces séries demain puissent compétir avec des séries d'autres pays et pouvoir aussi mettre en lumière en fait les talents congolais que l'on a et on en a beaucoup. Maboké TV met un point d'honneur à valoriser la production audiovisuelle congolaise et ses talents pour offrir les meilleures séries de fiction 100% en lingala. Direction l'Italie pour terminer. Le gouvernement a annoncé lundi des mesures sévères, notamment la rétention des immigrés en situation irrégulière qui passe de 135 jours à 18 mois, le but étant de dissuader les départs d'Afrique du Nord. 18 mois de rétention maximale, c'est la décision prise par les gouvernements italiens pour dissuader les immigrants en situation irrégulière. Une augmentation significative des arrivées des immigrants, 8500 comptés en 3 la semaine dernière sur la petite île Lampedusa a alerté le gouvernement d'extrême droite, l'obligeant à adopter une approche de gestion des crises. La première ministre Giorgia Meloni a indiqué que cette réforme permettrait également d'éviter la libération des étrangers en attente d'expulsion si la procédure n'est pas achevée dans les délais actuels. Cependant, les experts doutent que cette mesure soit suffisamment dissuasive étant donné que les conditions difficiles auxquelles les immigrants font face en Afrique du Nord. L'opinion publique s'interroge aussi sur l'efficacité de ces nouvelles mesures et sur leur impact réel sur les faits migratoires. Plus de 80 ONG, associations et collectifs ont critiqué le plan gouvernemental, les considérant comme une répétition d'approches précédentes qui ont échoué. La présidente de la Commission européenne a quant à elle proposé un plan en 10 points pour aider l'Italie à faire face à la crise migratoire qui vise à lutter contre les passeurs et à faciliter le voie légal d'entrée dans l'Union européenne pour les demandeurs d'asile éligibles. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Le processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sont parmi les sujets qui seront débattus lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon Jean-Marie Kassamba, la RDC doit éviter la pratique de la politique de l'autruche. Le syndicat des médecins du Congo promet d'évaluer les conditions de travail imposées par le gouvernement aux médecins, et cela dans les 7 prochains jours, déclaration faite ce mardi. Le gouvernement italien va créer davantage des centres de rétention et l'extension de la durée de rétention pour les migrants. C'est à la suite des nouvelles mesures prises pour endiguer les arrivées des migrants. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. L'actualité continue sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts informe à tous les contribuables, particulièrement ceux relevant de la direction des grandes entreprises et des centres d'impôts qui ne se sont pas acquittés totalement ou partiellement des montants des avis de mise en recouvrement ou de déclaration que subsidiairement. Au communiqué président du 18 novembre 2022, elle procède au recouvrement forcé des droits dus au trésor public. Aussi invite-t-elle des contribuables ayant déjà effectué leur paiement ou bénéficié des décisions des dégrèvements mais dont les comptes courants fiscaux ne sont pas encore apurés
à bien vouloir déposer dès maintenant soit des photocopies des preuves de paiement ou des décisions au secrétariat de l'inspection du service situé à Kinshasa, au 3e niveau de l'hôtel des impôts, local 341, contre accusé des réceptions, soit à les scanner à l'adresse électronique ci-après, secrétariat-dgi@gmail.com, pour leur éviter les désagréments liés aux saisies à la fermeture provisoire de leurs établissements. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba.